Salut, vidéo numéro 3 dans la série dont j'ai pas encore défini le titre pour l'instant d'ailleurs. Guerre psychique, guerre des mages. Guerre des mages, c'est audacieux parce qu'il y a déjà Gurdjieff qui a édité quelques textes et chorégraphies et autres œuvres, créations ou indices qui se servent de ce titre Guerre des mages. C'est une des premières fois où j'ai entendu parler des chercheurs de vérité. Ça remonte, on est dans les années 1950, hein, mais pas en 90 en plein New Age. Et ça concernait des gens qui étaient hautement impliqués dans des recherches personnelles vis-à-vis de l'occulte, de l'ésotérique et de domaines où il n'est pas gratuit de s'aventurer en général. Donc là, on va reprendre cette vidéo qu'on va appeler numéro 3, si j'ai bonne mémoire, mais je l'ai fait d'affilée là, donc je ne devrais pas me tromper normalement. Et où en étions-nous? On en était à l'influence que l'on pouvait avoir en travaillant sur le point d'assemblage, qui était hautement lié à la perception qu'avait la personne qui possède ce point d'assemblage en question et qu'elle pouvait avoir donc de la vie à cet instant-là. Si, pour être un peu plus clair, si vous êtes là et qu'on vous déplace votre point d'assemblage, vous êtes là et la montre, votre montre, perd toute signification. Vous pouvez d'un coup être dans un autre monde. Pour nous qui étions là autour de vous, vous restez là, et pour vous, vous êtes parti ailleurs. Avec tout ce qui va avec. Hein. La perception, le mouvement, vous êtes parti ailleurs. Un de vos corps est parti ailleurs en tout cas. C'est une des raisons pour laquelle en fait les gens se protègent dès qu'ils font des travaux ésotériques, c'est parce que les gens, les entités, quelles qu'elles soient, ont des points de faiblesse. Et normalement, elles ne sont pas accables. Normalement, elles ne sont pas accables. Raison pour laquelle, lorsqu'elles le sont un petit peu, en tout cas, il faut que la personne ait désiré la chose, l'ait admise, l'ait voulu, ou que quelque part elle ait proposé un terrain d'accord pour que s'implante dans ces domaines énergétiques, des implants par exemple énergétiques. Voilà, c'était un encart. On va reprendre, enfin on va commencer. Et donc ce corps énergétique qui possède le point d'assemblage est lié avec un domaine qui sera caractérisé par l'intention, l'esprit. Je pense que c'est un des domaines que Don Juan disait qu'il fallait être impeccable. Je suis bodant, mais je ne suis pas sûr. Vous me direz dans vos notes personnelles sous la vidéo ce que vous en pensez et ce que vous avez à en dire. Hein. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Hein. Donc, ceci met en évidence le fait que l'âme est très très importante. Elle est très liée à la manière que vous avez de percevoir la réalité que vous vivez. Et donc, ça contrôle tout ce domaine d'âme, d'esprit et d'intention, qui est l'outil direct qui vous fait vous déplacer tout autour de ce diagramme premier, hein, que j'ai appelé premier tout à l'heure. Donc, c'est ce repère autonormé
autour de votre, quoi, votre sphère d'influence, on va dire, hein, qui passe donc du point 1, 0 au point 0, 1, au point moins 1, 0, au point moins 1, moins 1. Et bien sûr, on revient au point 0, 1. Donc les 0 et 1 étant les coordonnées en abscisse et en ordonnée d'un concept qui se déplacerait selon ce périmètre. C'est le cercle qui découpe les radians, qui découpe les degrés, les grades, les 360 degrés ou 365 ou 366 ou et qui permet de découper 75 fois 5 degrés, attribuant ainsi 5 jours à une intention, va-t-on dire, qui sera caractérisée par un ange, voire un ange gardien, pour les personnes qui seront nées dans un zodiaque concernant cette période-là. Pardon, je m'égare. Donc, il y a une corrélation entre le fait de se bouger, de se mouvoir tout autour de ce cercle, ainsi que dans les déplacements du point d'assemblage dans notre corps énergétique, lumineux, je pense. Et donc, il est bien clair que le point d'assemblage, c'est la chose qui change la réalité, suivant l'endroit où il est. Donc, on conçoit là que les archétypes peuvent être à 3 endroits, hein, à moins 1, à plus 1 et à moins 1, on va dire. Moins 1, non. À 0, moins 1. En fait, le moins 1, il est ici. Il est à l'angle. I carré est vraiment ici. Tout le reste, ce sont des pourcentages de I carré. Et les pourcentages de I carré ont une consistance, comment on appelle ça déjà? Hyperbolique, exponentielle. Enfin bon, exponentielle. Exponentielle, mais très réduite. Hein. C'est entre le 0 et le 1. Mais on est dans des dimensions où 0 c'est rien et 1 c'est tout peut-être, hein, vous savez. Je veux pas polluer le cours, mais c'était un encart. Et alors donc je reprends, durant les opérations sur l'archétype, ce sont des opérations qui diffèrent en fonction de si on s'intéresse à l'archétype qui est en L, en H, ou en éthérique astral, ou en C-space, l'espace C, hein, qui est donc à 0, moins 1, ici. À 180 degrés, on pourrait dire. À moins pi. Donc ces 3 travaux sur ces 3 archétypes, enfin 3 positions d'archétypes, sont 3 travaux différents. Donc pour en revenir au livre de Colin Bloy, qui a quand même passé sa vie à pouvoir écrire ce livre au titre bucolique, et sans lequel Tim Rifat ne serait jamais arrivé même à la notion d'archétype comme étant essentielle. Donc, il faut savoir que Colin Bloy a été faire une virée de par l'Europe pour essayer de retrouver les endroits telluriques magiques essentiels dont il avait trouvé des raisons d'y aller. Et qu'il est passé pardon, en Andorre. Et ils ont canalisé
Jesus Moriente. Et donc, en fait, ils sont passés à Hein et ils se demandaient s'ils avaient été confus par une interprétation de la forme éthérique ou plutôt une interprétation de la forme archétypale. Ils sont tombés en fait en quart à un point où ils avaient un accès à une sorte d'akasha et ils sont tombés sur une pierre, un cristal particulier, euh, qui leur a permis de recevoir des données et de définir à quoi ressemblaient ah, les archétypes de différents sujets qu'on va un peu élaborer par la suite. Là. Et donc, à propos de Ressus Moriente, ce ne serait pas étonnant que Moriarty soit une déclinaison de cette notion-là pour rentrer dans les Sherlock Holmes. Au niveau ésotérique, tous ces auteurs faisaient partie plus ou moins des mêmes clubs ou avaient accès à ces notions ésotériques dont ils nous sortent à chaque fois des petits indices. Et donc, bon, il a sorti cette espèce de double carré, mais c'est pas un carré, ça. Ça, c'est pas un carré, c'est un double rectangle. Ça m'a pas l'air d'être un carré. Il m'a l'air plus haut que large, mais bon. Hein. Toujours est-il, c'est les schémas qu'il a fait dans ce livre. Je l'ai pris au maximum à peu près, moi il me semble, hein, même au maximum de la haute définition, parce que tout ce qui est dessiné, par exemple ce petit trait qui passe là, qui passe ici, là, et qui continue d'ailleurs, le croissant de lune ici, le point, il y a tout a sa raison d'être, que je ne pourrais pas vous expliquer là tout de suite d'ailleurs. Hein. Là aussi, vous voyez, il y a le même croissant qu'en haut, mais en plus, il y a un rond dessus, mais c'est pas un double croissant, hein, c'est un croissant et un rond. Enfin, il a fait ça en petit et c'est très très précis en fait, a priori. Je vous dis ça pour les amateurs qui vont penser pouvoir dupliquer la chose. Il faut vraiment le faire en sachant ce qu'on fait quasiment pour comprendre pourquoi est-ce que chaque passage ou chaque endroit ou chaque position de point, on va dire, est importante. Ce n'est pas une rétention d'informations de ma part. De toute façon, vous aurez l'original dans les descriptions. Mais ce n'est pas un jeu, hein. C'est vraiment pas un jeu. Et donc ça, c'est les formes archétypales, les ondes de forme quasiment. Est-ce que je pourrais presque traduire ça comme ça, moi, avec ce que j'en comprends de la chose. Hein. C'est vraiment ce qu'ils ont dosé sur place. Et doser, ça veut dire mesurer. C'est ce qu'ils font avec un pendule. Hein. C'est ce qu'on fait avec les mains. C'est l'estimation du changement d'état qu'une certaine action ou qu'une certaine pensée peut amener. Vous prenez dans la nature, vous passez sur une ley lane, votre état change à cause ou grâce à votre action de déplacement et de passage au sein de cette tube d'énergie qui accompagne la lane. La ley lane. Et sa copine de l'époque qui s'appelait Magdalene et qui était avec lui à Maitego. Hein, a priori, c'est le nom de l'endroit où ils étaient vers Andorre. Et en fait, lors d'une séance de soins, il a demandé à percevoir l'archétype de son amie Magdalene et il a commencé à percevoir une forme de certaines dimensions qui lui ont été confrontées aux mains, si vous voyez ce que je veux dire, hein, qu'il a pu déterminer avec ses mains, donc avec ce qui donne l'occasion de définir les formes, puisqu'on est en train de définir des énergies qu'on ne voit pas. Et donc là, il a dessiné deux autres occasions
auquel cas il a été confronté à cet archétype, et cet archétype s'est proposé sous d'autres formes, hein, celle de gauche là, ici, et puis aussi celle de droite. Et s'il dessine ça avec comme une membrane de cette forme-là, faites-lui confiance, c'est que c'était comme ça. Hein. C'est qu'il y avait deux membranes, enfin une membrane, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc le dosing, on va appeler dosing, hein, comment on dirait ce mot en français qui définirait cette manière de tester les énergies, les bioénergies. Donc, quand il s'est intéressé à l'archétype de Magdalène, il lui est venu cette forme-là, que Tim est en train de nous dessiner à l'écran, avec des dimensions, hein, un anneau qui faisait 2 inches de largeur sur, je crois, un pied de diamètre. Et il nous signale, à nous les Européens qui avons des unités de mesure différentes, de nous débrouiller. Bon, 2 inches. L'inch, je crois bien que ça fait 1 pouce de large. 2 cm 8. Donc 2 inches, c'est 5 cm. Ça serait un petit peu plus, mais 5 cm. Et un pied, 33 cm pour le diamètre. Et donc, quelque part, ce cercle représente le corps, l'âme et l'esprit. Et en se demandant, à l'occasion de cette séance de soins, hein, en demandant s'il devait s'intéresser à d'autres formes de formes, il lui est venu ce double carré-là, que lui j'estime être beaucoup plus un double carré. Mais peut-être que je me suis trompé hein, pour mon estimation tout à l'heure. Je chipote. Et alors qu'elle n'était pas bien, pas dans un bon état, et il lui est venu cette autre configuration, où on voit là les deux carrés décalés l'un par rapport à l'autre, ou bien même cette troisième forme à droite, où les doubles carrés sont côte à côte, mais où leur forme propre à chacun d'entre eux, est pardon, fracturée, on va dire. Elle est troublée. Les carrés ne sont pas carrés. Hein. La forme est globalement carrée, mais les droites ne commencent à être, ne plus être droites. Les côtés ne sont pas plats. Quoi. Ensuite, il a même perçu cette autre forme de 2 sphères, comme un 8, voilà, l'une sur l'autre, quand c'était idéal. Elle pouvait être séparée ou mélangée quand elle ne l'était pas, jusqu'à former cette forme du Vesica P6, sous une forme plate, le Vesica P6. Et ce dernier dessin, lui-même, pouvant être complet ou pas complet. Hein. Ainsi que les 2 sphères, l'une sur l'autre aussi, pouvaient être soit finalisées, soit pas finies. Et donc la Tim fait un rapport avec la théorie 7 de 7, où il décrit un 7, un autre 7 et le 7 intermédiaire. Là, c'est un peu confus, mais je ne pourrais pas vous en dire plus non plus. Je ne sais pas comment s'écrit cette théorie, si c'est SEPT ou SETH. Donc, il faut bien comprendre qu'avec ces archétypes, nous avons des formes différentes et que donc la pierre d'Andorre a donné une bibliothèque entière de formes, chacune attribuée à un archétype. Et chacun d'entre eux correspond à une intention différente, intention telle qu'il est décrite comme pouvant interférer sur la position du point d'assemblage. D'où l'importance incroyable des archétypes. Parce que lorsque vous mettez un archétype à l'intérieur d'un espace à 3D, qui est la position 1, 0, lorsque vous mettez cet archétype dans un humain, soit dans leur corps bioplasmique,
le corps comparable enfin, en relation avec l'espace, ou que vous le mettiez dans son âme, l'autre version représentative du corps, vous obtenez l'effet I par I au carré, ou lorsque vous enlevez un archétype hors du corps, vous passez dans le domaine du moins I par I au carré, et ainsi vous pouvez effacer. Ainsi donc, pardon, vous pouvez additionner à l'archétype ou en enlever. Nous sommes donc là face à une toute nouvelle technologie. Je rigole pour nouvelle parce que donc Colin Bloy était un élève de l'école de John Dee en fait. Et si je vous dis que tout ça n'est pas gratuit, c'est parce qu'il a très mal fini, John Dee, et Colin Bloy aussi a mal fini, comme condition qu'on pourrait estimer agréable dans lesquelles finir sa vie. Hein. Comme Tesla, quoi, ce qui n'a rien à voir a priori hein, pour l'instant. Mais enfin, Tesla a aussi fini quasiment dans le caniveau. Une vie magnifique de dons à l'humanité. Et bon, ben, Colin Bloy et John Dee ont fait des dons à la royauté et ne s'en sont pas mieux sortis, hein, je vous avoue. Et donc, ce moyen de travailler ces archétypes qui permet d'avoir des influences sur les humains est confronté au fait que puisque les humains peuvent mourir depuis le plan éthérique, astral ou l'espace semblable au temps, qui est en relation avec l'âme, hein, ce corps dessiné ici à droite, le cercle de droite, qui comporte le point d'assemblage, et qui est très en relation avec l'intention et l'esprit. On peut donc influencer sur le corps physique ou faire des choses si on efface des choses qui sont dans l'espace comparable au temps, donc ici en bas du cercle. Premier, qui donc représente l'entité humaine, en l'occurrence. On pourrait même donc arriver à un humain qui ne peut pas mourir, car leur monde réel, leur corps du monde réel, doit être challengé par son corps qui est au point moins 1, 0, donc de l'espace qui est comme le temps, de l'astral éthérique. Et donc là, en cumulant les deux, on arrive au 0, qui est la mort, puisque cet axe vertical est l'axe de la réalité. Et ainsi, vous obtenez un être, à partir de ce point de travail-là, au moins 1, 0, un être qui ne peut pas être tué. Peut-être une de ces positions subtiles qu'avait réussi à occuper le mage Rasputin, peut-être. Un encart. Et donc en reprenant, en disant que, ou d'autres sales gags, sales trucs que les écoles américaines d'espionnage et d'assassinat utilisent. Je pense. Je résume. Parce que si vous n'avez pas l'âme et le corps de l'intention ici, au point donc moins 1, 0, moins 1, 0, c'est quoi? C'est 3 demi de pi. 3 pi sur 2. Mais que plutôt vous avez manifesté ce corps de l'âme et il a pointé le point d'assemblage dedans. C'est un peu confus, hein, je sais bien, mais bon, il est un peu confus et je ne pense pas non plus qu'il veuille tout dévoiler avec une vidéo. Hein. Ça, ce sont une
une heure de cours pendant laquelle de chaque 5 minutes, vous pourriez faire une journée d'études. Et donc, ces gens qui sont plus, plus soumis à la mort, ils se remanifestent quand vous les avez tués. À partir de ce point qui est donc à -1, 0, hein, à pi, le point pi, en passant par le phénomène du i au carré, et il se manifeste dans quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, si jamais Tim était assassiné, il pourrait simplement se remanifester dans un bébé, un nouveau-né, ou dans un œuf qui serait sur le point d'être conçu, ou dans un leader mondial qui serait capable d'appuyer sur le bouton rouge, vous savez, et serait ainsi capable de balancer des armes nucléaires sur l'Amérique. Bon, par exemple, un Nord-Coréen, comme exemple. Bon, je vous préviens, hein, ça c'est Tim Rifat qui est sans complexe quant à sa haine du monde occidental, quasiment en général. Hein. Je dois vous dire que pour supporter cette vidéo sans contre-coup, il vous faut absolument considérer ce monsieur comme existant, réel, mais hors de votre vie, n'est-ce pas? Faites comme si en fait vous ne le connaissiez pas. Savez-vous juste de ce que je viens de vous traduire pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disposent, ainsi qu'il va le dire plus tard ou qu'il l'a déjà dit de nombreuses fois dans les vidéos d'avant, lui, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disposent des, sur des mégalithes ou sur des ley lane ou ailleurs, des édifices actuels dont les ondes de forme et les intentions de bâtissage et tout ça ne sont pas bonnes pour l'humanité. Et par exemple, il habite à Brighton et ont été développés dans la mer devant toute une série de bandes éoliennes maritimes qui sont disposées en fait, elles, ainsi qu'une énorme tour qui est comme une aiguille d'acier plantée. Elles ont été disposées là de façon à limiter l'apport en énergie subtile que le peuple anglais pouvait recevoir par le biais des ley lanes qui transportent tous les jours, une ou deux fois par jour, enfin, 2 fois par jour, mais pas de la même manière, une sorte de vague d'énergie dont on peut s'alimenter ou dont on peut nourrir des intentions, des égrégores ou des corps. J'ai un peu lié la chose, un peu toutes les choses. Et on va s'arrêter là, je pense, pour ce bout de vidéo aussi. Et je vous remercie d'avoir essayé de comprendre et de suivre. Je vous suggère de rester calme et frais, positif, et de considérer Tim Rifat comme quelqu'un qui existe sur Terre et qui a ces intentions-là, mais bon. En ce moment, il est plutôt en lutte contre des grandes fortunes qui tuent toute la planète. Donc, même si on ne travaille pas de la même manière, il est plutôt de notre côté. Salut, bon courage. Il en faut. Hein.